Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer la révolution iranienne. La dernière fois, nous avons parlé principalement des raisons de la révolution iranienne, le contexte de l'émergence de la révolution iranienne, et nous avons parlé des phases de la révolution. Je vous ai déjà demandé à la fin du cours de faire une petite recherche sur la notion de révolution en permanence. Ça veut dire quoi? La révolution iranienne est une révolution permanente. Et je vous ai demandé aussi de regarder au moins le film ou même l'affiche ou le trailer du film Persepolis. Euh, qui parle de la révolution iranienne. Euh, alors j'espère que vous avez un peu consulté ça. On va aujourd'hui principalement parler des contextes, des conséquences pardon, de la révolution iranienne euh, et le bouleversement de l'ordre géopolitique au Moyen-Orient. Ok, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une révolution? Pour comprendre déjà comment la révolution iranienne et pourquoi elle a eu vraiment un effet direct sur la géopolitique stratégique au Moyen-Orient, principalement, voire même dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire une révolution? La révolution est d'abord définie comme un moment d'expression et de souveraineté populaire. Ça, c'est un élément essentiel quand on parle de la révolution. Alors, l'image du peuple en marche et omniprésent, c'est la traduction concrète et symbolique de la révolution. C'est une révolution et non pas un coup d'État, parce que, a priori, c'est pas simplement un groupe de peuples, même si ils sont armés, c'est pas seulement un groupe armé ou non armé, c'est plutôt des masses qui entreprennent de renverser un régime. Et comme nous l'avons déjà dit quand on a parlé de la révolution iranienne, c'est a priori une révolution sans armes. La révolution n'est pas qu'un peuple qui se soulève, a priori, et elle devient vraiment une révolution à partir du moment où elle ouvre la voie à un changement radical. Il s'agit de mettre à bas le pouvoir en place et non pas de le réformer de l'intérieur. Du pouvoir, l'État, les élites en place, toutes les injustices et les oppressions qu'ils dénoncent, les révolutionnaires, a priori, font un ancien régime dont il faut éviter à tout prix le maintien puis le retour. Donc il faut absolument éradiquer, si on veut bien le dire, ce régime-là. Et à sa place, il invente de nouveaux pouvoirs dont le peuple doit être le cœur, voire même la seule source de légitimité. Ces traits généraux dessinent a priori le portrait de la Révolution à l'époque contemporaine même. Et ça, c'est lié a priori aussi à la Révolution iranienne. Et ça va être aussi lié au dernier thème que nous allons aborder dans le dernier thème à aborder dans le plan normalement, si on aura le temps, j'espère. Ça sera a priori comment on peut penser les révoltes arabes à l'aune du passé. Et c'est dans ce contexte-là que c'est très important de savoir que même s'il y a des traits généraux qui dessinent le portrait de la révolution à l'époque contemporaine, mais quand même il faut toujours être conscient qu'il y a des diversités de révolutions. D'abord parce que la rupture radicale projetée, puis engagée, s'appuie sur différents moyens. Des moyens idéologiques ou des moyens économiques, purement politiques, quels que soient les moyens déjà. Donc le fait de briser les chaînes, de renverser le pouvoir en place, oui, c'est quelque chose d'important dans toute révolution, mais comment on va briser ces chaînes-là? Quelle est la rupture radicale projetée et engagée ensuite? Elle se base sur quoi essentiellement? Euh, On va voir qu'a priori que quand on parle de la révolution islamique iranienne,
On parle d'une révolution qui a bouleversé l'ordre géopolitique au Moyen-Orient, et les effets de ce bouleversement se font encore sentir jusqu'à nos jours. Dans le discours officiel iranien, et là je vais juste citer ce que l'imam Khomeini a dit. Comme nous l'avons déjà expliqué, c'est le guide suprême de la révolution iranienne. Selon sa vision, a priori, il voit, et là je cite sa vision, d'après le directeur général du quotidien iranien qui s'appelle Javan en Iran. Là, lui, il dit, pour l'imam Khomeini, la révolution islamique est universelle et à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'Iran, le second, le monde musulman, le troisième, le monde des opprimés. Là, ça c'est vraiment la vision de l'imam Khomeini dans la révolution islamique. Au début de la révolution, on part de l'Iran, un second niveau qui parle de l'exportation de la révolution vers le monde musulman et le monde des opprimés au sens général. Ça, c'est l'idéologie et voir la ligne directrice vraiment de la révolution iranienne, depuis son émergence et jusqu'à présent. Le problème était que, a priori, cette idée ou cette ambition-là d'exporter la révolution et d'assurer en quelque sorte, dans un premier lieu, la mise en place de la révolution en Iran, ça n'a pas marché pour très longtemps. Parce que comme nous l'avons déjà indiqué, au début de la révolution, tout le monde s'est rallié autour du imam Khomeini, mais ensuite les choses ont pas mal changé. A priori, la stratégie de la République islamique de l'exportation de la révolution a commencé avec Khomeini et continue jusqu'à présent. Et ça peut nous permettre d'expliquer, a priori, par exemple, le lien entre l'Iran, un parti comme le Hezbollah libanais, même le soutien des opprimés dans le monde, a priori, le lien entre les chiites iraniens, même les chiites ou les azites yéménites, un peu même les chiites au Bahreïn, comme si elle est là pour soutenir tous les opprimés dans le monde entier. A priori, la révolution de 79 a été bien faite par des ouvriers, des paysans, des intellectuels, différents membres de différentes classes sociales ont été présents là. Et donc, a priori, c'était pour assurer l'indépendance politique de l'Iran à l'égard des puissances étrangères, comme nous l'avons déjà dit, surtout à l'égard de l'impérialisme américain. Et toutes les classes sociales souhaitent en ce temps-là de se libérer de l'exploitation économique, de la pénétration des capitaux américains, la destruction du marché intérieur, et ainsi de suite. Et ils ont vu que le Shah, c'était quelqu'un qui travaille au service de l'étranger et qui a détruit pas mal des capitaux sociaux nationaux en quelque sorte. Alors, dans un premier temps, la devise de la révolution iranienne qui a dit que dans un premier temps, selon la vision de Khomeini, on va focaliser sur l'Iran, ensuite le monde islamique, ensuite le monde des opprimés, elle a proclamé l'indépendance, la liberté, le gouvernement islamique. Ça, c'est la devise de la révolution iranienne selon l'imam Khomeini. Indépendance, liberté, gouvernement islamique. À la tête de ce mouvement-là, ils ont réussi à se placer les mollahs. Les mollahs, ce sont les hommes religieux chiites iraniens a priori. Et au fur et à mesure des années, on a vu que toute autre opposition était réprimée en quelque sorte. Alors, Khomeini et ses mollahs ont promis aux Iraniens une vie d'aisance, de prospérité, de facilité en quelque sorte, mais une fois au pouvoir, ce n'était plus la même, disons la même perception gardée toujours. Et là,
je cite aussi ce que Khomeini a dit au fur et à mesure des années, lors d'un de ses discours et prêches. Vous avez fait la révolution pour l'islam et non pour les vôtres. Alors, la révolution islamique de l'Iran, a priori, c'est dans un premier temps, c'était une révolution qui a vraiment assuré la participation des différents membres de classe et des couches sociales. Si elle a été dès le premier jour censée d'être une révolution universelle, c'est-à-dire qu'elle tente d'exporter la révolution et d'assurer la prospérité, la liberté, l'indépendance du gouvernement islamique en Iran, ensuite dans le monde musulman et venir en aide pour tout le monde opprimé. Pourtant, il faut juste dire un petit mot ici, que la révolution islamique de l'Iran ne s'est jamais voulu être chiite a priori. C'est-à-dire que c'est une révolution islamique universelle, mais c'est pas une révolution chiite, a priori, dans un premier temps. Elle s'est toujours définie comme avant-garde de la Oumma, la communauté musulmane, et quand on parle de la Oumma, on parle de la communauté de tous les musulmans. Donc elle n'est pas là pour aider a priori le principe, disons, de base, évidemment avec le temps, ça a été changé, mais le principe de base, que c'est une révolution islamique qui veut précisément garder l'Oumma de tous les musulmans. Mais les réseaux religieux qui ont porté cette révolution en Iran et qui ont servi à son exportation à l'étranger, comme nous l'avons déjà dit, basé sur le principe de la révolution iranienne de Khomeini, ils l'ont porté en Iran. Ces hommes religieux qui l'ont porté en Iran, a priori, ont été des chiites. De même, l'idéologie de Wilayat al-Faqih que nous avons déjà abordée la dernière fois, si vous en souvenez, nous avons dit que le principe de Wilayat al-Faqih c'est bien indiqué dans la constitution iranienne. Alors, l'idéologie qui a vraiment créé ce nouveau régime-là a été basée sur le rôle de l'imam, le concept de Wilayat al-Faqih, et donc elle était profondément marquée par le chiisme. Cette ambiguïté se trouve dans la constitution qui définit alors le chiisme de Siman comme la religion officielle de l'Iran, mais aussi, comme nous l'avons déjà cité, fait du guide de la révolution celui de toute la Oumma, sans distinction de l'école religieuse. C'est-à-dire que d'un côté on dit que la religion de l'Iran c'est le chiisme de Siman, c'est la religion officielle, mais le guide de la révolution, c'est le guide de toute l'Oumma, c'est-à-dire toute la communauté musulmane, et on n'a pas distingué les écoles religieuses, chiites, sunnites, ou même au sein du chiisme, on a pas mal de distinctions déjà, il y a des sous-écoles au sein du chiisme. Alors le chiisme a été implicitement présenté comme la forme la plus parfaite de l'islam. Une révolution islamique universelle qui perçoit a priori que le chiisme c'est implicitement la forme parfaite de l'islam pour les sunnites et pour les chiites à la fois. L'échec de la révolution quand même à s'exporter durablement en dehors des frontières iraniennes est quelque chose de très intéressant à souligner. Parce que ça, oui, ok, c'est une révolution universelle a priori, mais elle n'a pas vraiment réussi d'être comme ça. Et pourquoi elle n'a pas réussi? Premièrement, elle n'a pas pu dépasser sérieusement l'opposition entre chiisme et sunnisme et a resté en quelque sorte, en quelque sorte profondément chiite. C'est-à-dire que si dans la constitution on dit que la religion officielle c'est le chiisme, mais le guide suprême c'est le guide de toute l'Oumma, donc de toute la communauté musulmane, mais a priori, au sens concret du terme, au sein de l'Iran, l'Iran n'a pas pu vraiment dépasser cette opposition chiite et sunniste et est resté profondément chiite. Au contraire, en redonnant au chiisme une nouvelle dimension universaliste, en mobilisant même des communautés chiites à l'étranger et en essayant de soutenir les opprimés dans les autres régions du monde, tout en soutenant a priori les opprimés chiites. Ce sont les opprimés qui intéressent surtout l'Iran. La révolution a ravivé, si on peut le dire, le clivage entre sunnisme et chiisme.
même si ce clivage a été bien sûr instrumentalisé par les dirigeants politiques et religieux déjà dans différentes régions du monde, soit du monde sunnite ou du monde chiite, dans le monde arabe. Donc ça, c'est une première raison qui en quelque sorte nous permet d'expliquer pourquoi la révolution n'a pas vraiment réussi d'assurer cet universalisme ou exportation de la révolution. Deuxième raison, la révolution n'a pas fait l'unanimité au milieu chiite. C'est-à-dire que même si la majorité des chiites non iraniens, ils ont quand même éprouvé un sentiment de solidarité avec ce qui se passe là-bas, mais l'Iran a voulu imposer un leadership unique basé sur la théorie de Wilayat al-Faqih. Et ça, c'est une théorie qui se pose contre des logiques religieuses et cléricales traditionnelles comme la marjaïa. Alors il y avait une sorte de conflit entre la marjaïa et Wilayat al-Faqih. Déjà, c'est pas trop notre sujet d'étude, mais juste une petite parenthèse ici. Le Wilayat al-Faqih, c'est a priori le fait de dire que l'imam al-Khomeini, c'est le guide politique et religieux à la fois de la communauté musulmane. Et normalement, dans ce contexte-là, cela veut dire que la personne qui suit Wilayat al-Faqih, je parle de quelqu'un en dehors de l'Iran, parce qu'évidemment, au sein de l'Iran, par la constitution, c'est un principe qui existe, mais en dehors de l'Iran, si c'est un chiite qui suit la théorie de Wilayat al-Faqih, cela veut dire qu'il considère Khomeini comme étant son leader politique et religieux à la fois. Le problème est qu'il y a d'autres logiques religieuses cléricales traditionnelles à la question de la marjaïa. Marjaïa, c'est a priori, on parle de leadership religieux et non pas politique. C'est-à-dire que là, chaque personne, il a le droit de choisir la personne qu'il va imiter. Marja, c'est-à-dire source d'imitation. Le marja, évidemment, ça doit être aussi un ayatollah, c'est-à-dire ayatollah, ça veut dire juste un titre religieux, c'est-à-dire qu'il a eu, c'est comme un test de doctorat par exemple dans la science religieuse chiite, donc là c'est la personne qui aura ce titre de ayatollah. Après des longues études, il se nomme ou se présente comme ayatollah, il est accrédité pour se présenter ainsi, et lui, il représente un marja, il se représente comme marja, et donc les gens peuvent se référer à lui comme étant leur marja. Ok? Bah, il y avait ce conflit entre Wilayat al-Faqih et marjaïa, parce que marjaïa, c'est un principe qui existe qui n'a pas de lien avec le politique, c'est juste un guide religieux et non pas politique. Donc si je suis un chiite bahreïnien par exemple, et je considère que mon marja, ça sera par exemple un Muqtada al-Sadr dans le temps, bah, alors, dans ce contexte-là, cela veut dire que lui, c'est mon guide religieux et non pas guide politique. C'est-à-dire que si je suis au Bahreïn, mon guide politique, ça sera toujours le régime d'Al-Khalifa et le roi Al-Khalif. Si je dis que je suis le système de Wilayat al-Faqih, cela veut dire que mon guide politique et religieux, c'est Khomeini. Vous voyez un peu la différence? Ça pose un problème au sein du courant chiite lui-même, parce que la marjaïa, ça existe bien avant la théorie de Wilayat al-Faqih. Et par exemple, en Irak, c'est aussi, comme nous l'avons déjà dit, les deux centres de chiisme, comme en Iran et Najaf en Irak. Bah, Najaf en Irak, on reconnaît pas le système de Wilayat al-Faqih, on reconnaît plutôt le système de marjaïa. Les chiites au Bahreïn, par exemple, ils sont plutôt euh, euh, vers ce système de marjaïa et non pas de Wilayat al-Faqih. Et donc déjà, la révolution n'a pas fait l'unanimité au milieu chiite et a créé en quelque sorte cette division entre Wilayat al-Faqih et marjaïa. Et selon certains, ils ont considéré que l'Iran essaie de s'imposer en tant que le seul leadership, le seul chef du monde musulman, chiite même. Ok. La fin de la dynamique révolutionnaire en Iran a été a priori après la mort de l'imam Khomeini. Parce que le Khomeini, comme vous voyez dans cette photo-là, et comme nous l'avons déjà vu la dernière fois dans les photos et l'extrait du journaliste de l'AFP, si vous en souvenez, bah, c'était quelqu'un de charismatique,
absolument exceptionnel. Alors la fin de la dynamique révolutionnaire en Iran a été surtout avec la mort de Khomeini en 1989 et surtout avec l'émergence du pouvoir chiite en Irak à partir de 2003. Parce que à partir de 2003, la chute de Saddam Hussein, les chiites ont eu l'opportunité de se présenter d'une manière de plus en plus, comment dire, de plus en plus affichée. Ils ne sont pas présents d'une manière discrète, mais là, après l'intervention américaine en Irak et la chute de Saddam Hussein, ils sont là en plein pouvoir, en quelque sorte. Et ça a posé des nouveaux problèmes de relations politiques entre chiisme et sunnisme qui ne sont pas vraiment notre sujet pour le moment. Alors, après quelques mois d'enthousiasme suivant la révolution iranienne, a priori, des grands mouvements islamistes sunnites ont commencé à prendre distance avec l'Iran. Là, je parle du contexte un peu régional, même avant la mort de Khomeini, et ils ont commencé à s'éloigner du l'Iran. A priori, cela s'est cristallisé de plus en plus lors du moment de la guerre entre l'Irak et l'Iran, ce que nous allons aborder la prochaine fois. Mais pour le moment, c'est important juste de savoir que vraiment la dynamique révolutionnaire en Iran a été tenue d'une manière un peu radicale, si on veut le dire, jusqu'à la mort du Khomeini. L'Iran révolutionnaire a disposé pour étendre son influence chez les chiites non iraniens surtout, des grands réseaux cléricaux. Et des mouvements ont été vraiment liés à l'Iran à travers l'idée du chiisme transnational. Même si pas tous les chiites ont été avec ce principe de Wilayat al-Faqih, mais il y avait quand même certains mouvements qui ont été avec ce principe-là, ou n'avaient pas vraiment un problème avec ce principe iranien. Voilà cette photo, avant d'aborder cette idée de chiisme transnational, cette photo c'est une pièce de monnaie sur laquelle nous voyons la photo de l'imam Khomeini. Et ça nous revient de nouveau à cette idée de révolution, changement radical, où on voit concrètement comment on essaie d'implanter ce nouveau système. L'implantation de nouveaux systèmes à travers des éléments idéologiques, des éléments qu'on va l'avoir quotidiennement, c'est-à-dire tout ce que l'individu, donc la société, va voir dans sa journée quotidienne, tous les éléments qui vont constituer et qui vont construire son identité politique, sociale, économique, et ainsi de suite, doivent être toujours articulés autour de la révolution islamique iranienne. C'est très intéressant de garder ça toujours avant de passer à la question du chiisme transnational. Oui, voyons alors la question du chiisme transnational, voir l'impact de la révolution iranienne au Moyen-Orient surtout. L'Iran révolutionnaire a disposé pour étendre son influence chez les chiites non iraniens a priori de deux relais. Un relais traditionnel à travers les grands réseaux cléricaux et un autre relais plus récent des mouvements chiites implantés dans les autres États du Moyen-Orient. A priori, il y avait quelques questions qui ont un peu ces deux relais
complexe. Premièrement, parce qu'il y a même des membres de ces mouvements chiites qui sont pas très sûrs est-ce qu'ils sont vraiment loyaux à l'égard du principe du faqih ou non. Et parfois même, l'Iran a essayé d'instrumentaliser ces mouvements-là pour assurer juste cette idée de la révolution universelle iranienne, qu'elle est là en train d'assurer son soutien à l'égard du monde islamique et des gens opprimés au Moyen-Orient. Bah juste ici, pour comprendre un peu cette idée, nous pouvons voir les réseaux politiques chiites au Liban, par exemple. Au Liban, nous avons des mouvements comme le mouvement de Hamal. Vous savez, au Liban, il y a deux mouvements chiites principaux. D'un côté, Hamal, de l'autre côté, le Hezbollah, bien sûr. Il y a aussi en Irak, dans un autre État, un mouvement qui s'appelle Ad-Dawa. Bah, a priori, soit Hamal, soit Dawa, ce sont des mouvements islamiques de tendance chiite, mais qui sont fondés là avant la révolution islamique de 1979, bien avant la révolution islamique. Alors plus tard, certains cadres de ces mouvements-là, ils ont été politisés et actifs, mais quand même s'ils étaient solidaires dans un premier temps avec la révolution iranienne, ils ont refusé d'être simplement instrumentalisés par Téhéran parce qu'ils se conçoivent aussi comme les prometteurs du mouvement de réunification chiite dans leur État, soit au Liban, soit en Irak. Même en Afghanistan, nous avons un mouvement qui s'appelle Nasr. Et donc, cette idée-là a hérité quand même les cadres de ces mouvements-là que nous serons justement des outils entre les mains du Téhéran. La révolution iranienne a permis à ces mouvements de s'affirmer quand même, il ne faut pas le nier, avec plus de force, de disposer d'appui en Iran, mais aussi de se réclamer d'un modèle, d'un guide en quelque sorte, d'utiliser le parrainage iranien pour mieux s'imposer sur la scène nationale. Euh, mais quand même, hein, pour eux, pour ces mouvements-là, parfois, ils trouvaient ça comme un risque d'apparaître comme une cinquième colonne iranienne, comme s'ils étaient juste les forces iraniennes sur le territoire libanais ou le territoire iranien, le irakien, pardon, ou le territoire d'Afghanistan, par exemple. Alors, le problème était surtout que dans ces mouvements-là, on a commencé d'affirmer surtout sur la scène, de s'affirmer surtout sur la scène nationale comme étant des groupes et des mouvements islamo-nationalistes. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant la revendication de l'intégration politique dans le cadre national, tout en jouant du parrainage stratégique de l'Iran et de l'appartenance à des réseaux cléricaux transnationaux. Mais ils étaient très conscients qu'il faut mettre en avant l'intégration politique dans le cadre national. Quand même, ces mouvements-là, comme Amal ou comme le mouvement d'Al-Dawa en Irak, ne sont pas les seuls mouvements. Alors il y avait au sein de la mouvance islamique chiite un clivage qui a eu lieu entre les années 82-88 et il y avait certains qui ont été contre l'alignement complet sur Téhéran. Comme nous l'avons déjà dit, les anciens cadres, surtout de Hamal au Liban ou d'Al-Tawa en Irak, qui ont vu que bah, quand même nous devons revendiquer l'intégration politique dans le cadre national. On peut bénéficier du parrainage stratégique de l'Iran, mais c'est un risque quand même qu'il faut garder et ils refusent de s'aligner complètement sur l'Iran parce qu'ils se considèrent comme étant promoteurs du mouvement de réunification chiite dans leur État. Et donc ils ne peuvent pas être des simples instruments de Téhéran ici. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, nous avons des plus jeunes, a priori, qui ont accepté quand même de s'aligner sur Téhéran. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très impressionnés par l'idée de garder autonomie totale vis-à-vis du modèle iranien. Et là, nous avons l'exemple
surtout du Hezbollah. C'est dans ce contexte que les jeunes clercs ont fondé le Hezbollah et Hassan Nasrallah, bien sûr, c'est pas le fondateur, c'est le chef du mouvement actuel, mais c'est dans ce contexte que les jeunes clercs ont essayé de fonder d'autres mouvements dans ces États-là. Et ces autres mouvements nés quand même récemment, si on veut le dire, récemment, c'est-à-dire après la révolution iranienne, disons, ils ont réussi de garder et de fonctionner des liens transnationaux de plus en plus étroits. Et dans ce contexte, au Liban, par exemple, nous voyons un peu le lien direct entre le Hezbollah et l'Iran, par exemple. Même dans certaines cérémonies du Hezbollah, si vous avez le temps, vous pouvez juste consulter un peu les cérémonies du Hezbollah, surtout d'Ashura et ainsi de suite. Vous allez voir que les partisans du mouvement répètent des slogans de loyauté à l'égard du Khomeini et Khamenei, actuellement, par exemple. En quelque sorte, ce qui est important pour nous aussi, c'est de voir, en dehors du chiisme transnational, comment l'Iran a essayé de devenir un acteur stratégique sur la scène internationale. Après la révolution, l'Iran devient un phénomène nouveau, marqué par le slogan ni l'Est ni l'Ouest. Ça veut dire quoi, ni l'Est ni l'Ouest? A priori, la République islamique a créé ce slogan, ni l'Est ni l'Ouest, mais la République islamique. Alors, leur mouvement était basé dans ce contexte-là, a priori, à l'opposition contre le monde occidental, surtout les États-Unis. Et dans ce contexte-là, la présence de l'Iran a été en train de s'affirmer de plus en plus comme étant un acteur qui s'oppose contre les deux mondes qui existent. Comme vous le savez, la révolution iranienne, c'est en plein guerre froide, c'est-à-dire nous avons déjà le camp d'un côté soviétique, de l'autre côté américain. Dans ce contexte, et nous allons l'aborder déjà la prochaine fois, les États-Unis ont planifié l'agression de l'Irak contre l'Iran, et l'Irak a bénéficié d'un soutien financier et militaire de ses voisins arabes. C'est la guerre que nous allons aborder la prochaine fois entre l'Irak et l'Iran. Mais en quelque sorte, l'Iran a essayé dans ce contexte-là d'assurer une position stratégique privilégiée dans le golfe Persique en essayant de se présenter comme étant une force majeure, et ça a été clair surtout avec le programme nucléaire iranien. Nous pouvons l'aborder si vous voulez la prochaine fois par exemple, ou juste nous pouvons le citer rapidement la prochaine fois avant la guerre, Irak-Iran. Mais c'est surtout le nucléaire iranien qui a vraiment assuré déjà la force majeure de l'Iran sur la scène internationale. Et déjà, c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont commencé d'avoir des liens avec l'Iran lors des négociations internationales. Il faut aussi ajouter ici que durant surtout la guerre que nous allons aborder la prochaine fois entre l'Irak et l'Iran, et même avant, dans ces conditions où le monde, surtout après la guerre froide, où le monde avait accepté le système a priori d'un pôle unique, c'est-à-dire que a priori c'est les États-Unis qui est là, donc même après cette idée de ni l'Est ni l'Ouest, la République islamique, même après la fin de la guerre froide, le régime iranien a poursuivi sa politique d'indépendance à l'égard des puissances et a lancé le slogan Mort à l'Amérique. Vous allez voir que ce slogan-là, c'est un slogan principal pour tous les mouvements chiites. Pas le Hezbollah, le mouvement houthiste au Yémen, c'est un slogan central pour eux. Et
le slogan Mort à l'Amérique a été brandi dans la région, non pas seulement à l'Iran, comme je viens de le dire, c'est-à-dire au Liban, nous le voyons euh, brandi par les militants du Hezbollah, ou même au Bahreïn, non pas Bahreïn, pardon, on ne va pas voir ça, au Yémen, pardon. On voit ce slogan-là présent juste pour montrer la lutte contre les États-Unis et contre Israël aussi, puisque les États-Unis et Israël sont vus vraiment comme étant les deux faces d'un même, d'une même pièce de monnaie. Donc, le régime, en quelque sorte, il a essayé toujours iranien, il a essayé toujours de faire face, même après son projet nucléaire, il a essayé toujours de surmonter les nouvelles conditions mondiales, les sanctions économiques, industrielles des États-Unis, et l'importance géopolitique de l'Iran a connu vraiment un nouvel élan et s'impose de plus en plus d'une manière essentielle. Et a priori, ça c'est donc ce que j'aimerais bien ajouter sur la question la puissance géopolitique de l'Iran. Ok. D'accord. Revenons alors à la question que j'ai posée au début du cours précédent, en posant cette question sur révolution permanente. Déjà, c'est intéressant de voir que presque 40 ans après la révolution iranienne de 79, les Iraniens sont de nouveau dans les rues. Si vous avez un peu suivre les actualités, surtout en 2019, les Iraniens ont été de nouveau dans les rues pour protester contre la situation économique du pays. C'est pas la première fois, parce qu'ils ont été aussi dans les rues pas mal, plusieurs fois durant les années 2009 par exemple. Et dans ce contexte, l'histoire récente du pays, elle est régulièrement bouleversée par des soulèvements populaires. On peut pas parler d'une révolution, évidemment, mais quand même, l'idée de trouver pas mal de soulèvements populaires qui sont en train d'émerger d'un an à l'autre, ça met en perspective cette idée de révolution permanente. Cette idée que nous sommes un peu dans un contexte régulièrement bouleversé par des insurrections, soulèvements, mouvements contestataires et ainsi de suite. J'aimerais bien savoir si vous avez un peu cherché sur ce thème de révolution permanente, ce que vous avez lu, ce que vous avez comme commentaire là-dessus. Vous pouvez m'écrire ou m'envoyer par mail et je serais ravie de discuter un peu ça. De l'autre côté, je vous ai déjà aussi demandé de consulter le film de Persepolis un peu. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais ici je vais juste vous montrer un capture d'écran du film et juste un extrait de 2 minutes à la fin. Persepolis, c'est un film qui a été créé en 2007 et il a été l'objet de plusieurs polémiques et interdictions. Il a été interdit dans les pays musulmans, pas mal de pays musulmans, le Liban par exemple, elle a interdit ce film-là. Et le film, a priori, il parle d'une fille qui s'appelle Marjan, 8 ans, qui vit en Iran et elle a vu la révolution iranienne, elle a vu l'instauration de la République islamique dans ce temps-là, et elle a été obligée de respecter les règles de la révolution. En quelque sorte, on voit comment la révolution au début, avec les promesses, ce que nous l'avons déjà abordé au début du cours, la liberté, l'indépendance et le gouvernement islamique,
Et donc elle a été très prise par ces slogans-là et ensuite elle a été quand même soumise à certaines règles et au contrôle son comportement. Par exemple, sa tenue, elle a été obligée de porter le voile. Elle a vu en quelque sorte que tout le rêve révolutionnaire n'existe pas, en quelque sorte. C'est un film français, et donc c'est une vision occidentale de la révolution iranienne. Donc a priori, il faut garder ça en esprit, que c'est une vision qui s'oppose totalement contre la vision iranienne. Mais quand même, c'est un film très intéressant. Et c'est très intéressant parce que il a été aussi nommé pour l'Oscar et il a gagné, je pense, un prix dans le Festival de Cannes. Mais c'est un film intéressant à- si vous avez le temps de le consulter. Et il donne un peu différentes perspectives sur cette révolution, même si on connaît bien qu'il a été euh, produit par le côté occidental. Et ça nous permet un peu de réfléchir un peu de nouveau ce lien entre cinéma et histoire. Et comment le cinéma est un outil pour écrire l'histoire en quelque sorte, qui présente la vision de l'histoire, pour quelles raisons, pourquoi à ce moment-là, en 2007, quel était le message de film, comment il a été présenté dans le monde occidental et dans le monde arabe, et ainsi de suite. Ces éléments de réflexion sont importants et intéressants, surtout de voir cette révolution islamique à l'écran par l'œil du monde occidental, en quelque sorte. Alors, voyons, ça c'est capture d'écran de ce film-là, de Persepolis. Punk is not dead. Et punk, c'est un genre de musique, a priori, punk rock. Et dans le contexte de la révolution iranienne, ce que le film essaie de dire à travers cette séance, et ce que vous allez voir dans le vidéo, c'est surtout comment le régime iranien a essayé de criminaliser, voire même toutes sortes, tout symbole de l'Occident sur le territoire iranien. Bah, la musique occidentale, les vêtements, les chaussures, Michael Jackson, tout ce qui a lien vraiment à la mode, à la tenue, à la musique, à l'ordre social, la politique occidentale a été considéré comme illégitime en quelque sorte en Iran durant cette période. C'est ça ce que vous allez voir dans le vidéo. Et j'aimerais bien savoir vos commentaires. Ça sera intéressant si vous pouvez me réaliser un petit commentaire sur cette vidéo-là. Euh, ce que vous allez voir après, ça fera partie de votre devoir, donc vous ne devez pas le rendre tout de suite. Vous n'avez pas de deadline, comme vous le savez, durant ces 2 semaines, et en quelque sorte pour le CM, notre deadline déjà c'est ouvert en quelque sorte pour la fin de l'année. Et donc j'aimerais bien que vous consultiez cette vidéo-là et que ça sera votre sujet pour le commentaire pour la dissertation. Je vais vous envoyer bientôt, cette semaine, je vous promets, euh, les, euh, le sujet sur lequel vous allez travailler. C'est le sujet de dissertation, comme nous l'avons déjà fait la dernière fois. Vous allez aussi, ainsi avoir un sujet, peut-être de discours, un discours et une caricature. Je n'ai pas décidé enfin jusqu'à présent. Et vous allez créer votre propre problématique et questions de recherche pour étudier ce sujet-là. Donc c'est un thème vraiment et à partir duquel vous allez travailler votre question, comme nous l'avons déjà fait au premier semestre. Je vais vous envoyer le devoir là, de dissertation cette semaine. Et le deuxième devoir, ça sera juste commentaire sur cette vidéo que vous allez voir
après. C'est un extrait du film Persepolis et ça sera donc important de rappeler ce que nous avons fait en première année, si vous en souvenez, ce lien entre cinéma et histoire à travers ce film-là, juste cet extrait-là. Donc vous n'avez pas besoin de voir le film tout entier. Évidemment, vous serez besoin de consulter quand même quelques éléments liés au film, c'est-à-dire il a été créé quand, quel contexte, comment il a été prévu par le monde occidental et par le monde arabe, hein, le message de film et ainsi de suite, pour être capable vraiment de l'analyser un peu, mais juste de vous focaliser sur cet extrait-là. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Je vais vous laisser alors avec la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous souhaite tous une bonne continuation. Et à très bientôt, j'espère. Et bon courage. Ah oui. Mais pourquoi faire? Golnaz m'a dit qu'il y a des mecs qui vendent des cassettes sur l'avenue Gandhi. Mais des cassettes des Bee Gees. Mais maman, c'est nul, les Bee Gees, quoi. Stevie Wonder, Julio Iglesias. Pink Floyd. Michael Maxon. Roger Love, Werner Angle, carte à jouer. Iron Maiden, Eh, c'est combien pour ça? 100 en main. 50. 60. 50. 60. 50. 50. Et toi, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Michael Jackson? Ce symbole de la décadence occidentale. Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X. Tu te fous de moi? C'est Michael Jackson. Baisse ton foulard, petite pute. Allez, ça suffit. Tu viens avec nous au comité. Pardon, madame, je ne commencerai plus. Madame, ma mère est morte. C'est ma méchante belle-mère qui s'occupe de moi. Si je rentre pas tout de suite à la maison, elle me tuera. Elle me brûlera pour faire repasser. Elle obligera mon père à me mettre dans un orphelinat. Pitié, pitié, madame, pitié, pitié. Pitié, ayez pitié, madame. Ouf. I'm the master of the monsters. Sang de nos martyrs, irrigue notre sol sacré, fera fleurir les déserts du désespoir. Mourir en martyr, c'est injecter du sang dans les veines de la société. Vous en faites une tête, madame.